Personne ne t'explique que l'esprit, si tu le laisses libre cours, devient ton pire ennemi. Ce n'est pas la vie qui t'écrase, mais le poids accumulé de tes propres pensées. La peur, l'anxiété et le stress ne sont pas des visiteurs externes, ce sont des mécanismes internes que nous entraînons sans le vouloir, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude. Ce n'est pas facile de l'admettre, mais presque tout ce que tu ressens ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Tu peux passer des années à chercher des excuses, à blâmer le travail, ton histoire, les circonstances. Mais la vérité est brutale. Tu continues à souffrir parce que tu ne prends pas la responsabilité de ton filtre mental. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Les stoïciens l'avaient bien compris. Le contrôle de ton esprit est la seule vraie liberté que tu as. Si tu ne maîtrises pas ta réaction, tu deviens esclave de n'importe quelle nouvelle, de n'importe quel message, de n'importe quel regard d'autrui. La bonne nouvelle, c'est que personne ne naît avec du caractère, cela se forge. La sérénité est une discipline, pas un cadeau. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu peux entraîner chaque jour pour transformer ta relation avec l'anxiété et la peur. Je ne promets pas de formule magique ni de raccourcis faciles, juste des pratiques qui ont survécu des siècles parce qu'elles fonctionnent. La souffrance ne s'élimine pas, elle se transforme en clarté. Ton esprit peut être ta prison ou ton meilleur outil. Décide de quel côté tu te bats. 1. Remets en question chaque pensée avant de la croire. La plupart de tes pensées sont des déchets recyclés et tu le sais. Ce qui traverse ton esprit n'est pas la voie de la vérité, c'est juste la somme de répétitions, de peurs héritées et de phrases que tu t'es lancées sans réfléchir des années auparavant, maintenant déguisées en certitude. Si tu crois chaque pensée simplement parce qu'elle apparaît dans ta tête, tu choisis de vivre comme un esclave d'une machine automatique qui ne fait pas la distinction entre fait et fiction. La douleur authentique est inévitable, mais la plupart de la souffrance est fabriquée en interne, parce que tu avales n'importe quelle phrase mentale sans filtre. Arrête de chercher des excuses. Tu n'es pas spécial. À tout nous viennent des pensées irrationnelles. Mais la différence réside dans ceux qui les remettent en question et ceux qui se laissent entraîner par elles jusqu'au fond. L'esprit n'est pas un juge impartial, c'est un fabricant d'histoires, la plupart étant distordus. Et si tu ne lèves pas un mur critique entre ce que tu penses et ce que tu crois, tu vas devenir complice de ton propre auto-sabotage. C'est le premier entraînement que demande le stoïcisme. Ne pas accepter comme vérité automatique quoi que ce soit que tu n'as pas examiné en profondeur. Ne te trompe pas. Remettre en question tes pensées n'est pas un exercice de développement personnel léger. C'est une nécessité vitale si tu veux vraiment cesser de vivre piégé dans la peur ou l'anxiété. Lorsque tu laisses chaque pensée passer directement à ton compte émotionnel, tu t'endettes avec des préoccupations qui n'ont jamais existé. Tu te charges de poids fictifs et tu finis par réagir à des menaces qui n'existent que dans ta tête. Veux-tu vraiment continuer à offrir tes jours à des histoires que tu n'as même pas vérifiées? L'esprit a besoin de discipline, pas de câlin. Si tu n'es pas capable de défier tes pensées les plus automatiques, tu seras otage d'elles chaque fois qu'elles apparaîtront. Peu importe combien de livres tu lis ou combien de vidéos tu regardes, si tu n'appliques pas ce filtre critique, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges que toujours. Chaque fois qu'une idée surgit dans ton esprit, cela va mal se passer, je ne suis pas assez, je ne peux pas gérer cela. Tu as 2 options. L'accepter comme un fait ou l'examiner en profondeur, comme le ferait un stoïque face à son pire adversaire. Demande-toi, quelle preuve réelle soutient cette pensée? Est-elle basée sur des faits ou sur des projections défaitistes? Qui a mis cette idée-là, toi ou la peur accumulée? Chaque réponse honnête est une brique dans la reconstruction de ton caractère. Ne te contente pas de la première version que ton esprit te propose. Tu n'es pas une victime de ce que tu penses, tu es l'architecte de ce que tu crois. Chaque pensée non remise en question est un nouveau masque que tu mets pour éviter l'inconfort de grandir. Abatte ces masques. Arrête de protéger tes limitations comme si c'était des trésors. Prends la responsabilité de ton entraînement mental. Ne te permets pas le confort d'accepter tout par défaut. Le véritable contrôle émotionnel commence lorsque tu remets en question ton propre récit. Il n'y aura pas de sérénité
tant que tu continueras à croire sans filtre. Remets en question, défie, désarme. Si ton esprit te présente des catastrophes, balaie avec des faits, pas avec plus de peur. C'est la différence entre vivre comme un spectateur passif ou comme quelqu'un qui décide. L'esprit t'appartient, mais seulement si tu le maîtrises. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de croire. 2. Prends la responsabilité de ton interprétation interne. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée. Les clés tombent sur la table et, à cet instant même, l'esprit commence à tourner. Tu repasses ce qui s'est mal passé au travail, la phrase que quelqu'un t'a lancée et qui te pique encore, la facture que tu n'as pas pu payer, un message qui n'est jamais arrivé. Le corps est à la maison, mais à l'intérieur, tu es toujours piégé dans un film qui ne s'arrête pas. C'est automatique. Tout contretemps se transforme en une menace amplifiée, tout silence se remplit d'interprétations négatives. Personne n'a besoin de te dire quoi que ce soit, car tu portes déjà l'armure d'anticiper les problèmes. Ce mécanisme ne vient pas de l'extérieur. C'est ta lecture interne qui transforme le quotidien en un fardeau inutile. Ce qui te fait mal, ce qui te stresse, ce qui t'inquiète, presque jamais ce n'est le fait nu. C'est l'interprétation, cette traduction privée de la réalité que, sans t'en rendre compte, tu décides d'accepter comme la seule version possible. Prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'es pas un simple spectateur de tes pensées, tu es l'éditeur qui décide quelle version de la journée reste. Si tu restes en pilote automatique, chaque frottement insignifiant se transforme en une crise, chaque erreur en une sentence, chaque regard d'autrui en une menace voilée. L'esprit, si tu le laisses sans supervision, fonctionne comme un filtre défectueux qui déforme tout ce qu'il reçoit. Et ce filtre, tu l'as construit au fil des ans, avec tes croyances, tes peurs, tes expériences mal digérées. Chaque fois que tu dramatises un détail, que tu assumes des intentions là où il n'y en a pas, que tu présumes que tout affecte plus que les autres, tu renforces ce filtre et multiplies inutilement le poids que tu portes. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ici, il n'y a pas de victime de la réalité, seulement des responsables de l'interprétation. Le stoïcisme exige une honnêteté brutale. Ce que tu interprètes t'appartient, pas au monde. Le monde n'a pas l'obligation de s'adapter à tes attentes, ni de te protéger des inconforts. Si quelque chose t'irrite, t'angoisse ou te fait peur, commence par observer quelle histoire tu te racontes à ce sujet. Te dis-tu que tu ne devrais jamais te tromper, que le rejet est insupportable, que l'avenir apportera toujours des malheurs? Ces récits ne sont pas dictés par l'univers, c'est toi qui les fabriques et tu peux les changer. Il y a une différence cruciale entre subir un fait et multiplier cette souffrance par des interprétations automatiques. Tu ne gagneras pas en sérénité en accumulant des phrases toutes faites de développement personnel, mais en acceptant que chaque réaction émotionnelle est une conséquence de ta lecture interne, non de la brutalité des faits. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux toujours choisir comment tu l'interprètes. C'est ça la véritable responsabilité. Cesser de chercher des coupables à l'extérieur et commencer à démanteler cette inertie interne qui te pousse à exagérer, à te victimiser ou à anticiper le pire. Tu n'es pas une marionnette de tes émotions, tu es l'auteur de ton récit mental. Si tu refuses de reconnaître cela, tu continueras à agir comme si le monde te devait quelque chose, ou comme si ton malaise était inévitable. Mais la vérité est autre. Ton interprétation t'appartient et personne ne peut la changer à ta place. Voici une phrase pour te le rappeler. Porter des interprétations toxiques est une décision, pas une condamnation. Être responsable de ton interprétation interne est le pas le plus inconfortable et en même temps le plus libérateur. Cela exige que tu cesses de te justifier, que tu arrêtes l'inertie de tes justifications automatiques et que tu te regardes en face sans détour. Je ne te promets pas que ce sera facile ni rapide, mais je te promets que c'est réel. La liberté émotionnelle n'arrive pas lorsque tout à l'extérieur s'organise, mais lorsque tu es capable de questionner, d'ajuster et de choisir ta propre lecture de ce qui se passe. Le monde continuera d'être imparfait. La différence est de savoir si tu choisis de vivre comme un otage de tes interprétations ou comme le maître de ton esprit. C'est aussi simple que cela et aussi difficile. 3. Affronte de petites peurs chaque jour.
Il faut l'admettre. La plupart d'entre nous préfèrent vivre avec de petites peurs plutôt que de les affronter réellement. Je le dis sans détour, car il est inconfortable de reconnaître que souvent, la peur n'est pas une réaction ponctuelle, mais une habitude enracinée que nous alimentons par l'évasion et la routine. Il est plus facile de rester dans la tranchée de ce que l'on connaît, à négocier avec ses propres limites, que de sortir pour exposer cette insécurité, même si c'est dans quelque chose de minime. Ce mécanisme a sa logique. La peur, en petite dose, ressemble à une alarme tolérable que l'on n'éteint jamais complètement, mais qui ne vous laisse pas avancer non plus. Vous la gardez là, comme une part d'anxiété que vous acceptez de payer quotidiennement pour éviter le risque de ressentir de la honte, du rejet ou de l'inconfort. Mais chaque fois que vous cédez, que vous choisissez de ne pas regarder de front cette peur concrète, répondre à un appel, exprimer une opinion inconfortable, dire non. Quand quelque chose ne vous convient pas, vous renforcez une structure interne de fragilité. La peur devient partie intégrante de votre mobilier mental et, sans vous en rendre compte, vous commencez à concevoir votre vie autour de ce que vous évitez. Ce n'est pas un hasard. Le cerveau recherche l'économie émotionnelle. Il préfère ce qui est connu même si cela implique de se résigner à une version réduite de soi-même. Vous ignorez l'invitation, vous reportez la conversation, vous remettez à demain la tâche difficile. Tout cela semble mineur, jusqu'à ce que cela devienne votre norme. C'est un mécanisme automatique. Éviter de petits défis aujourd'hui fabrique de grandes barrières demain. La peur grandit proportionnellement à l'abandon de l'action. Chaque décision d'éviter est un investissement dans l'impuissance future. Personne ne se réveille un jour paralysé par la peur de rien. C'est le résultat accumulé de centaines de micro-abandons quotidiens. L'esprit enregistre. Cela, vous ne l'affrontez pas, donc cela doit être dangereux. Ainsi s'installe le cycle. Vous évitez, vous vous sentez soulagé. Mais la prochaine fois, la peur est plus forte et votre muscle de la confrontation plus faible. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il ne s'agit pas de forcer de grandes prouesses ni de devenir téméraire, mais de comprendre que la seule façon de réduire le pouvoir de la peur est de l'exposer à la lumière de l'action, même en dose minimale. L'entraînement n'est pas héroïque, il est méthodique. Chaque fois que vous choisissez un petit inconfort plutôt que l'évasion, vous modifiez l'architecture de votre caractère. Ne sous-estimez pas l'effet cumulé d'affronter une petite peur chaque jour. C'est ce qui démantèle l'illusion que la peur est invincible. Vous ne surmonterez pas vos peurs en attendant le moment de vous sentir en sécurité. La sécurité est le résultat, pas la condition préalable. Vous n'agissez avec courage que lorsque vous acceptez que la peur sera là, mais ce ne sera pas elle qui décidera pour vous. Pas besoin de vous jeter dans le vide ni de faire de votre vie un défilé de défis absurdes. L'essentiel est de cesser de donner à la peur l'autorité de définir votre champ d'action. Rester confortable est une dette qui s'accumule. Aujourd'hui, le solde semble insignifiant. Demain, il sera insoutenable. Si vous recherchez la liberté émotionnelle, commencez par le minimum. Envoyez ce message, demandez ce dont vous avez besoin, tolérez le jugement des autres, sans vous justifier. Chaque micro-action est un vote en faveur de votre propre solidité. La peur ne possède que ce que vous n'osez pas regarder. Affronter de petites peurs chaque jour n'est pas une technique. C'est une déclaration d'indépendance. Personne ne va se battre pour vous dans cette bataille. Chaque pas inconfortable est une fracture dans la prison mentale que vous avez vous-même construite. Gagnez votre espace. Grandissez dans le minimum. Parce que le courage ne s'hérite pas, il se cultive. 4. Apprends à vivre avec l'incertitude. Vivre avec l'incertitude ressemble à marcher chaque jour sur un fil tendu qui traverse d'un bâtiment à un autre, mais le fil n'est pas visible. Et en dessous, le vide n'est pas réel, c'est juste la somme de tes projections et de tes peurs accumulées. Les pieds doutent, les muscles se tendent, les mains cherchent une rambarde qui n'existe pas. Chaque pas semble risqué, mais le danger presque toujours est une invention de l'esprit. Le corps réagit. Mâchoire serrée, respiration superficielle, le pouls accéléré comme si l'abîme était tangible. C'est le quotidien de ceux qui ont besoin de garanties avant d'avancer, de ceux qui exigent des certitudes avant de décider,
de ceux qui remettent leur vie à plus tard en attendant que le risque de tomber disparaisse. Mais la vérité est que le fil ne sera jamais stable et le contrôle absolu est un mirage qui n'apporte que de l'usure. L'instinct cherche la sécurité comme on cherche un rocher solide dans une rivière tumultueuse. Mais la vie n'est pas un sol statique. Elle change de forme, de vitesse, de direction. S'accrocher à l'illusion que tout doit être sous contrôle, c'est porter un poids impossible. C'est comme marcher avec une armure qui te promet protection, mais qui en même temps t'immobilise. Tu le vois dans les petits gestes. Cette longue pause avant d'envoyer un message important, le regard fixé sur l'écran en attendant une réponse qui n'arrive pas, le récapitulatif interminable de scénarios dans la tête avant de prendre une décision minimale. Il y a une profonde fatigue à vivre ainsi, comme si chaque mouvement devait être approuvé par une autorité invisible qui ne donne jamais son feu vert. Accepter l'incertitude n'est pas une résignation, c'est une maturité. Cela signifie cesser d'exiger de la vie des garanties qu'elle ne te donnera jamais. Cela nécessite de tolérer l'inconfort de ne pas savoir, la sensation d'être à la dérive, sans carte définitive. Mais juste là, dans cet espace inconfortable, c'est là que s'entraîne le véritable courage. Car avancer sans certitude est un acte de confiance radicale. Non pas dans l'avenir, mais dans ta propre capacité à t'adapter. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré le fait de ne pas tout avoir clair, tu envoies un message direct à ton esprit. Je n'ai pas besoin de contrôler chaque variable pour agir. C'est la liberté que le stoïcisme propose. Et elle ne s'obtient pas en lisant de belles phrases, mais en affrontant l'instabilité, les yeux ouverts et le pas ferme. L'anxiété se nourrit de l'obsession du contrôle. Plus tu essayes d'anticiper tout, plus ta marge d'action se réduit. La vie ne s'arrête pas pour attendre ton autorisation. Et si tu refuses d'agir tant que tout n'est pas garanti, tu te condamnes à la paralysie déguisée en prudence. Répète ceci. Il n'y a pas de certitude, mais il y a une décision. Cette phrase est un rappel brutal que la seule chose sûre est ta capacité à choisir malgré la peur. Il n'est pas nécessaire de devenir insensible ni téméraire, juste d'abandonner l'attente enfantine que tout se déroulera selon tes calculs. Personne ne peut te promettre un parcours sans secousse, mais tu peux t'engager à ne pas laisser le doute décider pour toi. La sérénité, au final, n'arrive pas quand tout est prévisible, mais quand tu acceptes que la seule constante est le changement et que ton pouvoir réside dans ta capacité à t'adapter, non à contrôler. L'incertitude ne se supprime pas, elle se navigue. Fais de cette phrase une boussole. Chaque jour que tu tolères de ne pas savoir, que tu avances sans garantie, que tu te permets de ressentir le vertige sans céder à la panique, tu entraînes la partie la plus forte de ton caractère. Ne cherche pas à amortir la vie en l'enveloppant dans du plastique. Ose marcher sur le fil invisible. Car vivre avec l'incertitude n'est pas une condamnation. C'est la preuve que tu es toujours vivant et éveillé. 5. Ancre ton esprit dans le présent. Arrête d'hypothéquer ta vie pour l'avenir. C'est aussi simple que brutal. La plupart des gens vivent comme si le présent n'était qu'une salle d'attente pour quelque chose qui n'arrive jamais, piégé dans une sorte de limbe mentale où tout ce qui est important, urgent et précieux est toujours à quelques pas, jamais ici et maintenant. Je te le dis sans détour. Cette habitude de remettre ta présence à plus tard, de vivre avec le regard suspendu sur ce qui viendra ou sur ce qui est déjà passé, n'est pas innocente. C'est la racine de ton anxiété, de ta peur, de ton insatisfaction chronique. Crois-tu vraiment que tu peux résoudre quoi que ce soit en occupant ton esprit avec des scénarios qui n'existent pas? En fabriquant des inquiétudes comme si c'était un devoir moral? Ne te trompe pas, ce n'est pas de la responsabilité. C'est une excuse déguisée en prévoyance. L'anxiété est le prix que tu payes pour te refuser à être là où tes pieds se trouvent. Chaque fois que tu te surprends à ressasser de vieilles erreurs ou à projeter des tragédies futures, tu abandonnes le seul terrain solide que tu as, le présent. Il n'y a rien d'héroïque à être toujours distrait. Il n'y a aucun mérite à être le champion de l'anticipation catastrophique, ni de gloire à ressasser de manière obsessive ce qui aurait pu être. Ce que tu fais, en réalité, c'est affaiblir ton caractère
offrir ton énergie à des fantômes et te vider dans des scénarios qui n'existent que dans ta tête. Le présent est inconfortable, car il exige que tu prennes tes responsabilités, que tu acceptes ce qui est, sans anesthésie ni report. C'est pourquoi tu fuis. C'est pourquoi tu préfères la fantaisie d'un avenir contrôlé à la rudesse du réel. Mais cette évasion a un coût. Chaque minute que tu ne vis pas, c'est un morceau de vie qui ne revient pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une discipline de présence sauvage. Il ne s'agit pas de répéter des phrases clichés sur le fait de vivre l'instant présent, mais d'entraîner l'esprit à ne pas fuir. Je te le rends facile. Chaque fois que tu remarques que ta tête s'égare, que le défilé d'hypothèses, de menaces, de choses à faire impossibles commence, stoppe-la net. Reviens. Oblige-toi à regarder ce que tu as devant toi, même si cela te dérange, même si ce n'est pas idéal. Ta bataille n'est pas contre l'avenir ni contre le passé. Elle est contre le piège de la distraction interne. Chaque seconde où tu retrouves ta présence est une victoire réelle. Ne sous-estime pas ce muscle. Un esprit indiscipliné est un terrain fertile pour la peur. Un esprit entraîné dans le présent est un refuge inexpugnable. Ne te permets pas l'excuse facile de dire que c'est comme ça que tu es, que te préoccuper te prépare, que anticiper te protège. Mensonge. La seule chose que tu réussis à faire, c'est de multiplier le poids que tu portes et d'épuiser ta capacité de réponse. Arrête de chercher la paix dans un demain qui n'existe pas et commence à apprivoiser l'inquiétude ici et maintenant. La sérénité n'est pas un cadeau qui arrive quand tout est en ordre, c'est le résultat de ton refus de vivre dans le report éternel. Rends-le inconfortable. Quand l'esprit voudra fuir, tire-le en arrière. Respire, sens ton corps, observe ce qui est devant toi. Répète jusqu'à ce que ça fasse mal. Et quand tu voudras abandonner, rappelle-toi ceci. Le présent est ton seul outil. Le reste n'est que fumée. Tu n'es pas victime de tes pensées dispersées. Tu es complice chaque fois que tu choisis de jouer leur jeu. Si tu veux reprendre le contrôle, arrête de négocier avec l'évasion. L'esprit qui ne s'ancre pas dans le présent est un terrain vague. Choisis d'habiter ta vie ou accepte que tu ne feras que la voir passer de loin. 6. Observe tes émotions sans t'identifier. Tu n'es pas tes émotions. C'est la vérité que la plupart rejettent parce qu'elle est inconfortable, voire violente pour l'ego. Tu as grandi en croyant que ce que tu ressens te définit, que si aujourd'hui l'anxiété ou la peur te submerge, alors tu es une personne anxieuse ou craintive. Mais cette identification est le plus invisible et en même temps le plus lourd des boulets que tu traînes chaque jour. Le mécanisme est subtil. Une émotion apparaît, l'esprit la catégorise et sans t'en rendre compte, tu t'appropries cette étiquette comme si c'était ta peau. La colère n'est pas seulement une réaction, elle devient ta personnalité. La tristesse cesse d'être un moment et se transforme en ton histoire principale. Ainsi, tu vis kidnappé par des vagues internes qui, en réalité, n'ont pas de propriétaire, car les émotions ne demandent pas la permission ni ne confirment ton identité avant d'apparaître. Elles surgissent simplement, montent et descendent, comme le pouls ou la respiration. Mais tu t'accroches à elles comme si elles étaient des vérités absolues, et c'est là que tu commences à te perdre. L'esprit, obsédé par le contrôle, veut donner un sens et un nom à tout ce qui se passe à l'intérieur. Si tu ressens de l'inquiétude, ton dialogue interne est immédiat. Je vais mal, c'est insupportable, quelque chose ne va pas chez moi. Tu ne supportes pas l'inconfort de ressentir sans explication. Alors tu fabriques un récit, tu crois à la narration, et l'émotion finit par occuper le centre de ton identité. Voici le piège. Plus tu te définis par ce que tu ressens, plus tu t'éloignes de la liberté intérieure. Tu confonds le symptôme avec la cause, la réaction avec l'essence. Tu n'es pas l'anxiété, tu es quelqu'un qui éprouve de l'anxiété. Tu n'es pas la peur. Tu es quelqu'un chez qui la peur apparaît et disparaît. Change le verbe, change la vie. Observer tes émotions sans t'identifier à elles est un acte de discipline mentale aussi exigeant que n'importe quel entraînement physique. Il ne s'agit pas de réprimer ni d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à regarder avec distance,
comme celui qui voit passer des voitures depuis le trottoir. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de construire ta maison sur chaque émotion passagère. Quand tu ne mets pas cette distance, chaque montée émotionnelle te submerge, chaque descente te laisse vide, et tu finis par croire que tu es le va-et-vient même. La maturité émotionnelle commence lorsque tu reconnais. Cela se passe en moi, mais je ne suis pas cela. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans la mémoire. Je ne suis pas mon émotion, je suis le témoin. C'est simple à dire, brutalement difficile à soutenir lorsque l'émotion brûle et que l'esprit demande des réponses immédiates. Le stoïcisme ne dit pas de devenir de pierre ni de nier ton expérience interne, mais d'apprendre à reconnaître la différence entre le visiteur et le propriétaire de la maison. Les émotions arrivent, font du bruit, parfois dérangent tout, mais à la fin, aucune ne reste pour toujours. La clé est de refuser de leur donner le pouvoir de définir ce que tu es ou ce que tu feras. Chaque fois que tu t'identifies, tu abandonnes ton autonomie. Chaque fois que tu observes avec distance, tu récupères une partie de ta liberté. Le travail est inconfortable, car il implique de renoncer au confort de la victimisation et d'assumer le contrôle de ton récit interne. Personne ne peut faire ce travail à ta place. La prochaine fois que tu ressentiras de l'anxiété, de la tristesse ou de la colère, ne te lance pas dans des interprétations ni dans des justifications. Arrête-toi. Observe ce qui se passe dans le corps. Nomme l'émotion sans t'en approprier. Ne dis pas « je suis cela ». Dis « cela est ici maintenant ». C'est là que commence la véritable indépendance émotionnelle. Souviens-toi, les émotions ne gouvernent que celui qui leur remet le trône. Choisis d'être témoin, pas prisonnier. Car la sérénité n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de ne pas fusionner avec elle. 7. Utilise l'action pour dissoudre l'anxiété. Tu te réveilles et dans les premières minutes, la journée te tend déjà le premier piège. Tu ouvres ton téléphone et lis un message ambigu, où tu te souviens soudainement de cette tâche que tu n'as pas résolue hier. L'estomac se tend, l'esprit commence à fabriquer des scénarios de problèmes, et la sensation d'inquiétude s'installe sans demander la permission. Tu veux penser à autre chose, mais le malaise est toujours là, accroché comme une alarme que tu ne sais pas éteindre. Ce n'est pas un hasard, l'esprit, lorsqu'il détecte une menace. Réelle ou imaginée, entre en mode analyse infinie, repassant les mêmes pensées et multipliant l'anxiété à chaque tour. Le corps reste immobile, mais à l'intérieur, tu dépenses de l'énergie à anticiper des conséquences qui n'existent pas encore. Voilà comment fonctionne le cycle. L'inquiétude te paralyse, tu cherches du réconfort dans la pensée, et plus tu y penses, plus le poids que tu portes grandit. L'erreur centrale réside dans la stratégie. Essayer de résoudre l'anxiété depuis l'esprit, comme si penser davantage allait te donner du contrôle. Mais ce mécanisme ne fait que renforcer le problème. L'anxiété est une dette émotionnelle qui ne se paye pas par la spéculation, mais par le mouvement. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Il ne suffit pas de comprendre ou d'analyser la peur, il faut agir, même si c'est un pas minime, pour que le cycle se fracture. Chaque fois que tu cèdes à l'inertie de l'inquiétude, tu deviens otage d'un processus mental qui se nourrit de paralysie. La pensée crée le scénario, l'inaction le transforme en réalité. La clé est de rompre cette séquence par une action délibérée, même si l'esprit crie que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu as besoin de plus de certitude. Observer le mécanisme est fondamental. Lorsque l'anxiété monte, l'esprit cherche des garanties impossibles et reporte toute décision en attendant de ressentir de la sécurité. Mais la sécurité n'arrive jamais par l'attente, elle se fabrique dans le mouvement. C'est un investissement émotionnel. Chaque petite action, aussi minime soit-elle, retire du pouvoir à l'anxiété et renforce ton muscle de confrontation. Personne ne t'apprend cela enfant, mais la seule façon de diluer la peur est de pousser le système à agir. Tu peux rester assis à repasser tout ce qui pourrait mal tourner, ou tu peux envoyer cet email, engager cette conversation inconfortable, sortir te promener même si ton corps pèse. Le changement est presque imperceptible au début, mais chaque réponse active affaiblit le cycle d'inquiétude automatique. Le piège mental le plus courant est de croire que tu dois attendre de te sentir motivé, sûr ou calme avant d'agir.
C'est là que l'anxiété gagne. Elle te convainc que l'action dépend de l'état émotionnel, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Bouge d'abord et observe comment l'esprit s'adapte. Ce principe n'est pas une formule magique, mais il est brutalement efficace. Si tu cèdes, la dette envers l'anxiété grandit. Si tu agis, même maladroitement, la dette commence à se rembourser d'elle-même. Il ne s'agit pas de réaliser de grandes prouesses, mais de fracturer le mécanisme de la procrastination. Fais le minimum, mais fais-le maintenant. L'esprit peut spéculer éternellement, mais le corps ne connaît que le présent. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la pensée circulaire, tu récupères une portion de contrôle. Agir est la seule véritable issue. Ne laisse pas à l'anxiété le luxe d'avoir le dernier mot. Décide de bouger, même si c'est contre ton gré. La peur se nourrit de l'attente. La sérénité se construit dans le mouvement. Si tu veux dissoudre l'anxiété, fais de l'action ton refuge le plus solide. Ne négocie pas avec le stagnation. Paye la dette émotionnelle par des actes, pas par des tours mentaux. La liberté n'est jamais dans l'attente. Elle commence toujours par le premier pas. 8. Construisez des rituels qui renforcent votre clarté. Je vais dire quelque chose qui n'est pas souvent admis. La plupart de vos journées ne s'effondrent pas à cause de grandes tragédies, mais à cause d'une accumulation de petites négligences internes. Je le vois en moi, et si vous êtes honnête, vous le verrez en vous aussi. Vous ouvrez les yeux, et vous traînez déjà la gueule de bois mentale d'hier. Les mots que vous n'avez pas dit, l'alerte invisible du téléphone, la sensation d'être en retard avant même de commencer. Vous vous préparez un café, mais vous ne savourez même pas la première gorgée, parce que votre tête est déjà en train de faire des listes, anticipant des échecs, passant en revue des comptes à régler. Votre attention est fragmentée, sautant comme une aiguille détraquée entre les stimuli, et même si votre corps bouge, la clarté est un luxe qui semble ne pas vous appartenir. Ce n'est pas que vous manquiez de volonté, c'est que vous avez transformé la dispersion en votre état de base. Chaque matin, l'esprit s'installe en mode automatique. Et quand vous vous en rendez compte, il est déjà midi, et vous n'avez même pas décidé quelle version de vous va piloter le reste de la journée. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette brume mentale ne se dissipe pas d'elle-même. Ce n'est pas une question de chance, ni de génétique, ni d'attendre qu'un jour vous vous réveilliez l'esprit clair et la motivation intacte. Le chaos intérieur se combat avec de la structure, et c'est ici que les rituels entrent en jeu. Je ne parle pas de formules magiques ni de copier des routines d'autres dans des livres de développement personnel, mais de la construction délibérée d'ancrage personnel, de petites pratiques qui vous obligent à prendre le contrôle dès le premier instant. Je parle de détails concrets. Laissez le téléphone loin du lit pour ne pas commencer la journée en mode réactif. S'asseoir 5 minutes en silence pour respirer profondément avant de regarder n'importe quel écran. Écrire dans un carnet 2 lignes sur ce que vous voulez soutenir aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Chaque geste est une déclaration. Aujourd'hui, je ne laisse pas mon esprit à la dérive. Le corps le ressent. Lorsque vous prenez cet espace, même minime, la tension dans les épaules baisse d'un demi-degré. La mâchoire se détend. Le pouls cesse de courir sans but. C'est presque imperceptible, mais la différence est réelle. Les rituels fonctionnent parce qu'ils envoient un signal clair au système. Ici, c'est moi qui commande, pas les impulsions, pas les notifications, pas l'anxiété héritée. Vous n'avez pas besoin de faire une retraite spirituelle, ni de vous lever à 5 heures du matin. Vous avez besoin d'un espace, même bref, où l'intention prend le dessus sur l'habitude. C'est inconfortable au début, parce que votre esprit va se battre pour revenir au pilote automatique. Mais chaque jour où vous maintenez le rituel, même maladroitement, vous renforcez le muscle de la clarté. Ne sous-estimez pas le pouvoir du minimum répété. L'esprit, tout comme le corps, a besoin de répétition pour changer de forme. Si vous commencez la journée en contrôle, même si ce n'est que pendant 10 minutes, vous n'êtes plus une victime de la dispersion des autres. Vous êtes l'architecte de votre présence. La clarté n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une discipline qui se construit comme un mur de briques. Une chaque matin, sans excuse. Le monde peut être en chaos, mais vous décidez d'où vous vous reliez à ce chaos. Ritualisez la clarté,
et le reste commence à s'organiser tout seul. Il y a une phrase que vous devriez retenir. Ce que vous répétez vous construit. Ne vous définissez pas par votre état mental d'aujourd'hui. Définissez-vous par le rituel que vous choisissez de maintenir chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que là, dans cet espace gagné à la sueur de votre front, se trouve la véritable différence entre vous laisser entraîner et choisir avec quelle mentalité vous allez vivre votre vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Il existe des gestes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui coûtent cher. Cédez votre opinion pour éviter un conflit, gardez le silence sur ce qui vous dérange par peur de gêner, vous laissez entraîner par l'urgence de vous intégrer ou, pire encore, mendier de l'attention de ceux qui ne vous respectent pas. Ce n'est pas une faiblesse occasionnelle, c'est une fracture dans le caractère qui, si vous la normalisez, vous enchaîne à une vie de dépendance et de ressentiment. Personne ne vous rendra la dignité que vous offrez, et il n'existe pas de récompense pour celui qui se sacrifie le plus pour être accepté. Il est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le seul ennemi qui vous enlève le contrôle de votre vie, c'est vous-même, par peur de rester seul ou de vous sentir invisible. Le stoïcisme n'est pas une recette pour devenir froid, mais c'est un entraînement brutal pour couper à la racine la soumission, l'auto-tromperie et l'épuisement à chercher l'approbation. La tranquillité et le respect de soi ne se négocient pas, ils se défendent comme une limite inébranlable. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, vous devez vous le rappeler chaque jour et agir en conséquence. La vie n'attend pas ceux qui suppliquent, elle attend de la fermeté, de la clarté et la capacité de partir quand c'est nécessaire. Si vous voulez cesser d'être manipulé ou utilisé, commencez par ne pas vous trahir vous-même. Ce que vous tolérez aujourd'hui est le prix que vous paierez demain. Il est temps de reprendre le contrôle. Pas un pas en arrière en dignité, pas une goutte d'énergie pour ceux qui ne vous valorisent pas. 1. Préserve ta dignité face à tout. Si tu remets ta dignité entre les mains des autres, tu perds tout. C'est aussi simple que cela. Peu importe combien de justifications tu inventes, ni à quel point tes arguments internes sont convaincants pour excuser chaque fois que tu te humilies pour obtenir de l'attention, pour des miettes de respect ou pour ne pas être seul. Chaque fois que tu choisis de te taire face à un manque de respect, chaque fois que tu t'adaptes au confort des autres, au détriment de ta propre vérité, tu te vends à bas prix. Ce ne sont pas les autres qui te rabaissent, c'est toi qui baisses ton prix. La dignité n'est pas un prix que te donnent ceux qui t'acceptent. C'est la base sur laquelle tout ce que tu es se construit. La perdre, c'est permettre à n'importe quel vent extérieur de contrôler ta direction, te livrant à la dérive de la validation et de la manipulation. Tu dois cesser de te faire petit pour t'adapter à des moules étrangers. Il y a ceux qui chercheront toujours à profiter du faible, de celui qui doute, de celui qui est prêt à négocier sa paix pour de la compagnie, ou son respect pour de l'acceptation. Si tu te reconnais dans cette attitude, ne te trompe pas. Ce qui te manque, ce ne sont pas des opportunités. Ce qui te manque, c'est une limite. Être aimable n'est pas la même chose qu'être soumis. Et tolérer l'intolérable n'est pas de la maturité, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Chaque fois que tu refuses de mettre un terme, chaque fois que tu te justifies en pensant que ça vaut la peine de supporter, tu hypothèques ta valeur. La dignité est le filtre qui sépare ce que tu mérites de ce que tu acceptes seulement par peur. Si tu ne mets pas de limites, ta vie se remplit d'envahisseurs. Personne ne défendra tes frontières si tu ne le fais pas d'abord. Tu ne peux pas continuer à attendre que les autres changent ou te valorisent si tu ne te respectes pas toi-même. La dépendance à l'approbation des autres est une chaîne invisible. Elle t'attache à la médiocrité et à l'auto-illusion. Combien de temps vas-tu encore investir à convaincre ceux qui ne veulent pas voir ta valeur? Le respect de soi ne se négocie pas. Il s'exige par des actions. Si tu dois mendier de l'attention, tu as déjà perdu. Si tu dois forcer l'admiration, tu es déjà vidé de l'intérieur. Arrête de mendier ce que tu peux te donner toi-même.
Ta dignité n'est pas une monnaie d'échange pour acheter des likes, de la compagnie ou des compliments bon marché. Se maîtriser soi-même est la seule garantie contre la manipulation. Si tu réagis impulsivement à chaque provocation, tu deviens prévisible, manipulable, insignifiant. L'autocontrôle n'est ni froideur ni résignation, c'est la discipline de prioriser l'essentiel. Ne sacrifie pas ton intégrité pour une gratification immédiate. Chaque fois que tu le fais, tu deviens esclave de tes impulsions et du désir d'acceptation. L'indépendance réelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la force. Supporter la solitude avec dignité sera toujours préférable à t'entourer de relations toxiques ou vides au nom d'un faux sentiment d'appartenance. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Celui qui vit en essayant de se valider auprès des autres s'épuise, se fragmente, devient un acteur de sa propre existence. La vraie valeur s'affirme dans le silence, dans la cohérence, dans la constance. Ta dignité est ton bouclier, pas ton déguisement. Si tu comprends cela, il y a une phrase que tu ne dois jamais oublier. Ne mets jamais ta dignité entre les mains des autres. Et une autre, l'autocontrôle est la meilleure défense contre la manipulation. La dignité n'est pas négociable. Si tu ne la protèges pas, personne d'autre ne le fera. 2. Ne remets pas ta valeur en jeu pour obtenir de l'approbation. Tu es assis devant ton téléphone, tu vois que la conversation s'essouffle et le dernier message est resté sans réponse. Tu ressens le besoin d'écrire quelque chose de plus, d'ajouter un emoji, de chercher une excuse pour réapparaître. Ce n'est pas seulement de l'anxiété, c'est cette pression sourde qui t'oblige à rester présent, même si de l'autre côté, tu ne reçois que de l'indifférence ou des réponses courtes. L'impulsion de continuer à investir, de chercher la réaction, se déguise en intérêt sincère, mais au fond, c'est la peur de disparaître du radar de quelqu'un d'autre. C'est là que tu commences à négocier avec toi-même. Tu te convaincs que la persistance est une vertu, que céder un peu plus n'a pas d'importance, qu'il vaut mieux sacrifier de petites parties de ta fierté plutôt que de ressentir le vide du désaccord. Mais la vérité est plus crue. Chaque fois que tu cèdes sur l'essentiel, tu ne deviens pas seulement plus invisible aux yeux de l'autre, tu deviens aussi plus opaque à toi-même. Le mécanisme est presque automatique. Tu as appris, peut-être depuis l'enfance, que l'acceptation avait ses récompenses et que le rejet faisait mal, comme une plaie ouverte. Ainsi, tu as développé une sorte de radar pour capter les signaux d'approbation. Et quand tu ne les reçois pas, ton esprit se précipite pour combler ce vide à tout prix. Tu t'adaptes, tu t'édites, tu baisses le ton de ta voix, tu doutes de tes propres opinions, tout cela pour t'intégrer dans une narration qui n'est même pas la tienne. Tu appelles cela de l'empathie, tu le déguises en flexibilité, mais au fond, tu sens comment le poids de ta valeur se réduit chaque fois que tu privilégies l'intégration à l'authenticité. C'est une dette émotionnelle qui ne se solde jamais, car la validation des autres est un paiement qui arrive toujours en retard et qui n'est jamais suffisant. Tu te rends compte qu'il y a des jours où tu te lèves déjà en te demandant ce que les autres attendent de toi. Tes amis, ton partenaire, ton patron, même des inconnus sur les réseaux sociaux. Tu t'entraînes à lire les gestes, à deviner les intentions, à te modeler selon ce que tu crois être bien reçu. L'esprit devient un filtre qui déforme la réalité. Tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que tu crois qu'elles devraient être pour plaire, pour appartenir, pour ne pas être mis de côté. Et ainsi, peu à peu, tu cesses de t'écouter. Le conflit interne apparaît lorsque ton instinct te crie que tu ne devrais pas accepter certaines attitudes, mais ta peur de perdre l'approbation t'oblige à sourire, à te taire, à continuer d'investir dans des relations ou des situations qui ne font qu'alimenter ton anxiété. Cet entraînement constant à chercher l'approbation des autres est une fracture dans le caractère. Il affaiblit la volonté, oxyde la confiance et te rend otage des attentes externes. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de traverser la vie sans se soucier de rien ni de personne. Le problème est que,
Si tu remets ta valeur sur la balance des autres, tu finis par vivre dans une dette perpétuelle, toujours en attente d'une validation qui ne consolide jamais ton estime de soi. La clé est d'identifier le moment exact où tu commences à céder juste pour recevoir de l'approbation. C'est là que tu dois t'arrêter, non par fierté vide, mais par un profond respect pour ton essence. Tu n'es pas le résultat des gestes des autres. Ta valeur ne dépend pas de si l'on t'applaudit ou de si l'on t'ignore. La véritable sécurité est de faire ce qui est juste, même si personne ne regarde. Ne vends pas ta dignité pour une tape dans le dos. L'approbation que l'on mendie est toujours une défaite interne. Alors, tiens-toi ferme sur ce que tu es. Priorise la cohérence avant la sympathie, le respect de soi avant la gratification instantanée de te sentir accepté. Si tu dois déguiser ton essence pour appartenir, le prix est trop élevé. Personne ne peut te donner la valeur que tu te refuses. Ne change pas ton authenticité pour un applaudissement éphémère. La paix intérieure est plus précieuse que l'approbation fugace. 3. Le respect de soi ne se négocie jamais. J'admets qu'il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de troquer mon respect de soi pour plus de confort, pour éviter un conflit ou simplement pour éviter l'inconfort d'être celui qui met un terme à la situation. Ce n'est pas facile à reconnaître, mais il y a un mécanisme interne qui s'active lorsque l'ambiance devient tendue. Ce moment inconfortable où tu te demandes si cela vaut la peine d'exprimer ce que tu penses, si ce serait mieux de laisser passer, si peut-être tu exagères et que tu devrais t'adapter. Ce n'est pas de la lâcheté ouverte, c'est une négociation silencieuse avec soi-même. Tu te dis que ce n'est pas grave, que pour une fois ça ne fait rien, que la relation ou la paix momentanée pèse plus que ta propre conviction. Mais là est l'erreur. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, même minime, tu t'entraînes à tolérer le suivant. Le respect de soi ne se négocie jamais, car dès que tu le fais, tu démontes le seul système de protection réel que tu as. Tu perds ton autorité interne et avec elle, la capacité d'être fidèle à ce que tu es. En décomposant le problème, un schéma se révèle. D'abord, tu sous-estimes l'impact de céder sur des petites choses. Tu crois que tu peux te remettre après, que c'est réversible. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton esprit apprend que le sacrifice du respect de soi est une option viable, et cette porte ne se ferme jamais complètement. La prochaine étape est la rationalisation. Tu justifies ton silence, tu minimises le dommage, tu te répètes que c'est par diplomatie ou maturité. Cependant, ce qui semble être de la flexibilité est, au fond, un recul. C'est permettre aux autres de définir la valeur de ta présence et de ta voix. Le respect de soi est une décision, pas une conséquence. Personne ne va te le donner ou te le rendre après te l'avoir pris. Si tu le remets en question une fois, le précédent affaiblit toutes tes limites futures. La conséquence la plus dangereuse n'est pas la réaction des autres, mais l'usure interne qui s'accumule. Tu perds la clarté pour distinguer quand tu cèdes par stratégie et quand tu cèdes par peur. Le respect de soi est la base à partir de laquelle tu décides qui tu laisses entrer, jusqu'où tu permets qu'on t'influence et à quel moment tu dois te retirer. Il ne s'agit pas de rigidité ni de fierté vide. Il s'agit d'établir un standard qui ne bouge pas au gré des circonstances ou des émotions des autres. La dignité ne se négocie ni en privé ni en public. Si tu le fais une fois, il te sera plus facile de le justifier la prochaine fois. Et ainsi, sans t'en rendre compte, l'exception devient une habitude. Celui qui apprend à défendre son respect de soi développe une sorte d'immunité psychologique face à la manipulation et au chantage émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. C'est toi qui décides du prix de ton temps, de ta parole, de ta présence. Le respect des autres n'arrive que lorsque tu l'exerces d'abord avec toi-même. Si tu échoues dans cette discipline, tu deviens un terrain fertile pour l'abus et la manipulation subtile. Il n'y a pas de raccourci. Le respect de soi est un investissement quotidien. Ne troque pas ta valeur pour une tranquillité momentanée. C'est la ligne qui sépare celui qui vit selon ses principes de celui qui s'adapte par peur. L'essentiel est d'identifier le point exact où surgit la tentation de céder.
Si tu reconnais ce moment et que tu résistes, tu renforces ton caractère et ton indépendance. C'est la base de toute relation saine, de tout projet qui a un avenir. La certitude qu'il y a un noyau en toi qui n'est pas à vendre, qui ne s'ajuste ni à la pression ni au désir de plaire. Le respect de soi est la frontière ultime. Si tu la franchis, tu te perds. Si tu la défends, tout le reste s'organise. 4. Poser des limites sans peur ni culpabilité. Une limite est comme tracer une ligne sur une carte personnelle, mais pas avec de l'encre ni avec des mots grandiloquents, mais avec des gestes subtils et des décisions concrètes. Il y a ceux qui franchissent cette ligne sans regarder en arrière. Ils interrompent, envahissent, exigent, et c'est là que la plupart se rétractent, baissent les yeux ou forcent un sourire gêné pour ne pas rompre l'ambiance. Le corps le révèle avant la bouche. La mâchoire se tend, les épaules se haussent, les doigts tambourinent sur la table cherchant une excuse pour s'échapper du moment. Mais la leçon est simple et brutale. Celui qui ne maintient pas sa limite avec fermeté finit par être un territoire de passage pour toute volonté étrangère. Cela se remarque lors des réunions où votre opinion est ignorée, dans la famille qui décide pour vous sans vous consulter, dans le couple qui répète le même reproche en sachant qu'il n'y aura pas de conséquences. Vous vous entraînez, sans le vouloir, à être flexible dans l'essentiel et rigide dans ce qui n'importe pas. C'est une auto-illusion qui pèse comme un sac à dos rempli de pierres que vous avez choisi de porter. Mettre des limites sans peur ni culpabilité est une rébellion silencieuse contre cette vieille habitude de s'adapter jusqu'à se défigurer. La peur apparaît dans la gorge, déguisée en prudence. Mieux vaut ne pas créer de problème. Il vaut mieux garder la paix. Mais chaque fois que vous cédez, le message est clair. Votre paix intérieure est négociable. Les autres le lisent dans votre posture, dans votre ton doux, dans la façon dont vous justifiez l'injustifiable. Il n'est pas nécessaire de crier ni de faire des scènes. La limite est un acte, pas un discours. C'est le regard qui ne se baisse pas, le refus qui ne s'explique pas, le non qui ne se déguise pas en peut-être. Celui qui a appris à maintenir son espace sans hésiter transmet une sécurité qui n'a pas besoin d'ornement. C'est une énergie dense, presque palpable, qui laisse clair que tout n'est pas permis. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude d'envahir, mais en même temps, cela les oblige à respecter. La culpabilité est l'autre obstacle. Ce murmure interne qui vous accuse d'égoïsme, de distance, de ne pas savoir céder. Ce qui est curieux, c'est qu'elle n'apparaît que lorsque vous prenez soin de ce qui vous appartient, jamais lorsque vous vous sacrifiez excessivement. La culpabilité est le prix à payer d'avoir grandi en croyant que plaire est plus important qu'être honnête. Mais chaque fois que vous ignorez cette voie, chaque fois que vous priorisez votre cohérence au-dessus des applaudissements des autres, votre dignité se renforce. Le respect de soi ne fleurit pas sur le terrain de l'auto-illusion. Il a besoin de clarté, a besoin de frontières, a besoin du courage de déranger quand c'est nécessaire. Celui qui ne met pas de limite perd sa forme. Cette phrase n'a pas besoin d'explication. C'est le résumé de ce qui se passe lorsque vous retardez votre besoin de respect en échange d'une paix fragile et temporaire. La pratique est concrète. Assis devant celui qui vous exige plus que ce que vous pouvez ou voulez donner, le corps réagit. Le pouls monte, la bouche se dessèche, l'esprit cherche une sortie diplomatique. C'est là que tout se joue. La vraie limite est celle que vous maintenez lorsque l'ambiance se tend, lorsque vous savez qu'il peut y avoir rejet ou incompréhension, mais que vous choisissez quand même de rester avec ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix ni de justifier votre décision. Il suffit de maintenir le geste ferme, la voix stable et la conviction que votre bien-être n'est pas négociable. Tout ce qui est demandé ne mérite pas de réponse. C'est l'autre ligne iconique. Parce qu'à la fin, chaque fois que vous choisissez votre dignité au-dessus de l'inquiétude ou de la culpabilité, vous devenez un peu plus maître de vous-même. Et cela, dans un monde qui récompense la complaisance, est une forme de liberté. 5. Maîtrise tes impulsions, décide calmement. Il n'y a pas de pire ennemi que ta propre impulsivité, c'est aussi simple que cela.
Tu peux avoir 1000 principes gravés dans ta tête, tu peux répéter des phrases de motivation chaque matin, mais si chaque fois que tu ressens la pression d'une émotion, tu sautes pour réagir sans rien filtrer, tout ton prétendu autocontrôle n'est qu'une façade. La plupart des gens ne réalisent même pas combien de pouvoir ils abandonnent aux premières impulsions. Tu réponds à ce message blessant parce que ton ego est en feu, tu cèdes à la provocation parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, tu cherches la gratification rapide parce que ton esprit ne tolère pas le vide, ne serait-ce qu'une seconde. C'est ce mécanisme qui te rend esclave. Tu confonds ressentir avec décider. Tu n'es pas maître de ta vie si tes émotions te tirent comme une marionnette. Tu ne peux pas parler de dignité ni de respect de soi si tu te rends à chaque impulsion comme si tu n'avais pas d'alternative. L'autocontrôle n'est pas une option. C'est la base minimale de toute véritable liberté. Jusqu'à quand vas-tu justifier tes réactions en disant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter? C'est de la paresse mentale déguisée en authenticité. Personne ne naît avec de la maîtrise de soi. Cela s'entraîne. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis le calme et non depuis l'emportement, tu renforces un muscle invisible qui est bien plus important que n'importe quelle force physique, celui de la volonté. Arrête de te mentir avec l'excuse que tu n'as pas pu l'éviter. Tu as pu, mais tu as décidé de ne pas le faire parce que c'est plus confortable d'exploser, de céder, de chercher un soulagement immédiat plutôt que de supporter le vide et de penser clairement. Celui qui ne maîtrise pas ses impulsions est un terrain facile pour tout manipulateur, pour tout provocateur, pour toute situation qui le sort de sa zone de confort. Peu importe combien de raisons tu crois avoir, si tu ne peux pas mettre de distance entre ce que tu ressens et ce que tu fais, tu ne contrôles rien. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le nombre de fois où elle ressent de la colère, de la frustration ou de la peur, mais dans la capacité à ne pas laisser ses émotions dicter ses décisions. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais de savoir attendre que l'émotion passe pour décider avec la tête, pas avec le ventre. Le temps que tu laisses entre l'impulsion et l'action est l'espace où se joue ta liberté. C'est là que l'on voit qui commande vraiment, toi ou tes émotions. Si chaque provocation te met hors de toi, si chaque rejet te pousse à supplier ou à réagir de manière désespérée, tu n'es rien d'autre qu'un spectateur de ton propre désastre. Le calme est pouvoir. Grave-toi cela. Celui qui décide avec la tête froide gagne toujours, même si de l'extérieur il semble avoir perdu. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que décider calmement coûte. Cela nécessite de l'inconfort. Cela nécessite de se mordre la langue, d'avaler sa fierté, de respirer profondément et de laisser passer le tremblement initial. Mais chaque fois que tu y parviens, le prix est un investissement qui se multiplie en respect de soi. Personne ne respecte celui qui explose ou supplie. On respecte celui qui sait attendre, celui qui résiste à l'impulsion et agit seulement quand il a vu le tableau complet. C'est le secret que personne ne te dit. La plupart des erreurs qui ruinent les relations, les réputations et les opportunités naissent d'une impulsion mal gérée, d'une réaction qui se déclenche trop tôt. Si tu dois choisir entre avoir raison et avoir de la dignité, choisis toujours la dignité. Parce que la dignité se construit avec de l'autocontrôle, pas avec des explosions émotionnelles ni des réponses désespérées. Si tu veux être libre, entraîne la pause. Mets-toi mal à l'aise dans le silence avant de répondre. Laisse l'émotion se refroidir avant de prendre une décision. C'est ce qui distingue celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. La maîtrise de soi est le premier signe de grandeur. Il n'y a pas de raccourci. Si tu es esclave de tes impulsions, tu seras esclave de quiconque sait comment te provoquer. Décide calmement, même si cela te coûte. C'est là que commence le véritable respect de soi. 6. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. Ne persiste pas là où tu n'es pas valorisé. C'est l'une des vérités les plus inconfortables et nécessaires auxquelles tu peux faire face.
Peu importe à quel point ton désir d'être vu, entendu ou accepté est fort, si tu dois forcer ta présence, justifier ta place ou convaincre quelqu'un de ton importance, tu as déjà perdu la bataille avant même de commencer. La reconnaissance authentique ne se mendie jamais. Elle se donne lorsque ta simple existence, ta seule manière d'être, génère du respect sans que tu aies à sacrifier une partie essentielle de toi-même. Mais le problème est plus profond. L'esprit, par peur du vide et de l'exclusion, invente des histoires pour supporter le rejet. Tu te répètes que peut-être qu'ils ne t'ont pas compris, que peut-être qu'ils ont besoin de temps, que si tu insistes un peu plus, les choses changeront. Cette narration ne sert qu'à divertir ton espoir et à anesthésier la douleur de ne pas être suffisant aux yeux des autres. Il y a un piège psychologique très subtil dans lequel nous tombons presque sans nous en rendre compte. Tu te convaincs que ta valeur dépend de la réaction des autres et tu commences à mesurer ton estime de soi en fonction de l'attention, de l'affection ou de l'approbation que tu reçois. Ce que tu ne vois pas, c'est que chaque fois que tu insistes dans un endroit où tu es ignoré ou méprisé, ton esprit devient accro à ce cycle d'attente et de frustration. C'est une dépendance déguisée en persévérance, une dette émotionnelle qui ne se termine jamais de se payer parce que le paiement ne dépend pas de toi. C'est ainsi que tu t'épuises, en investissant de l'énergie, du temps et de la dignité dans des relations, des emplois ou des espaces où ta présence ne sert qu'à remplir un vide fonctionnel, mais jamais émotionnel. Cette insistance te vide de l'intérieur et le pire, te convainc que tu ne vaux que ce que l'autre décide de reconnaître. La racine de ce besoin d'insister là où tu n'es pas valorisé est souvent enfouie dans de vieux apprentissages. La peur de l'abandon, la crainte de la solitude, la blessure de se sentir remplaçable ou invisible. Le mécanisme est simple. Ton esprit préfère le mauvais traitement ou l'indifférence au néant, car au moins là, il y a une réaction, un signe de vie, un quelque chose qui te maintient accroché. Mais ce quelque chose n'est ni respect ni affection sincère. C'est juste l'écho d'un manque intérieur que tu n'as pas appris à affronter. Alors tu insistes, tu t'adaptes, tu te minimises et, peu à peu, tu t'habitues à la faim émotionnelle. Plus tu luttes pour être remarqué dans un espace qui n'apprécie pas ce que tu es, plus tu t'éloignes de toi-même et plus il devient difficile de reconnaître ta propre valeur sans intermédiaire. Ne confonds pas la persévérance avec l'auto-tromperie. Insister là où il n'y a pas de réciprocité n'est pas une vertu, c'est un épuisement. Il y a une différence claire entre lutter pour une relation saine et s'accrocher à un espoir toxique. La dignité, c'est toujours quand il est temps de se retirer. Mais la peur de perdre t'oblige à rester un peu plus, à justifier l'injustifiable, à chercher des signes là où il n'y a que de l'indifférence. Si tu dois forcer ton importance, payer le prix de ta présence ou négocier les miettes d'attention, tu hypothèques ton estime de soi. Ne persiste pas là où ton absence pèse moins que ta présence. Cette phrase est clé. Car insister, c'est au fond ne pas accepter la réalité. Que tous les lieux, toutes les personnes, toutes les histoires ne méritent pas ton engagement. La véritable force réside dans le fait de savoir quand s'arrêter, de reconnaître que le respect de soi ne se prouve pas en forçant quiconque à te valoriser. Ta dignité se consolide dans le silence de ton retrait, dans la capacité de laisser de l'espace et de permettre que le vide soit plus éloquent que n'importe quel mot ou geste désespéré. Ce n'est qu'alors que tu peux voir clairement. L'absence, lorsqu'elle est digne, enseigne plus que 1000 tentatives de plaire. N'aie pas peur de cesser d'insister. Crains de rester là où tu t'éteins. Retire-toi avant de te perdre. C'est le signe de maîtrise de soi et de respect de soi qui distingue celui qui se valorise réellement. Si tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas non plus nécessaire. Fais-toi le plaisir de ne plus insister. 7. Marche seul quand c'est nécessaire. Un vendredi après-midi, les messages dans le groupe s'éteignent et le plan de sortir en groupe se dissipe sans explication.
Tu marches seul dans la ville, ressentant le poids subtil de ne pas appartenir à un endroit, d'être la dernière option ou même celui qui ne sert à rien. Ce malaise t'accompagne alors que tu vois d'autres se rassembler, rire, appartenir, et une partie de toi commence à chercher des raisons de ne pas être là où tu aimerais être. Ce n'est pas que la solitude frappe fort comme un coup sec, c'est plutôt un goutte à goutte constant. Un rappel que marcher seul parfois est la seule route digne lorsque le prix de l'appartenance est de te rabaisser. L'esprit, entraîné à chercher des refuges, commence à négocier. Peut-être devrais-tu insister, céder sur tes limites, accepter des miettes, juste pour éviter ce vide ponctuel. Mais c'est ici que se révèle le véritable coût de ne pas savoir être seul. Tu commences à hypothéquer ton intégrité en échange d'une compagnie qui ne te respecte même pas. Si tu analyses le mécanisme, tu verras que la société a mis sur la solitude une étiquette d'échec, comme si être seul était toujours un signe de défaut personnel. Depuis petit, on nous entraîne à chercher la validation dans le groupe. Appartenir est l'objectif, et rester en dehors semble la pire des condamnations. C'est pourquoi, quand il te faut marcher sans compagnie, l'esprit l'interprète comme un rejet, non comme un choix. Le véritable problème surgit quand tu fais n'importe quoi pour éviter cet échec. Tu insistes là où on ne te veut pas. Tu acceptes des conditions injustes, tu tolères des mépris, tout cela pour ne pas affronter le silence qui vient avec l'indépendance. La liberté coûte de l'inconfort. Et la peur de cet inconfort est ce qui pousse des millions à nier leur propre valeur pour une place à n'importe quelle table, même s'ils ne sont pas désirés là. Rester là où on ne te respecte pas est plus de solitude que d'être seul. C'est la paradoxe que personne ne t'explique. La décision stratégique consiste à assumer que marcher seul, quand c'est nécessaire, n'est pas de la résignation, c'est une dignité active. Il ne s'agit pas de devenir un ermite émotionnel, ni de renoncer aux liens humains, mais de reconnaître qu'il y a des scénarios où la seule façon de conserver ton respect de soi est de ne pas partager le trajet. Le piège apparaît quand tu crois que ta valeur dépend du nombre d'invitations ou de l'approbation de l'environnement. Cette approche te rend esclave de la statistique sociale et t'empêche de voir que souvent, le prix de l'acceptation collective est de te diluer jusqu'à ne plus te reconnaître. Marcher seul, dans ces cas, est le filtre qui sépare ce que tu es de ce que les autres veulent que tu sois. Si tu apprends à tolérer cet inconfort, tu deviens maître de ton temps, de tes décisions et de ta paix mentale. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu choisis la mauvaise compagnie par peur de la solitude, tu entraînes ton esprit à sacrifier des principes en échange d'une tranquillité superficielle. Mais chaque fois que tu choisis de marcher seul par conviction, tu renforces un muscle psychologique qui va bien au-delà de l'autosuffisance. C'est la capacité de te soutenir, même si personne ne regarde, de ne pas demander la permission d'exister. Celui qui sait être seul devient invulnérable à la manipulation et au chantage émotionnel, car il ne dépend plus de la présence ni des applaudissements des autres. Marche seul avant de te perdre dans la foule. C'est la force qui sépare celui qui se respecte de celui qui cherche seulement à s'intégrer. Ce n'est pas de l'héroïsme, c'est une stratégie vitale. Si le prix de l'accompagnement est de te trahir, choisis ton propre chemin, même si c'est en silence. La dignité ne se négocie pas et ne se partage pas à n'importe quel prix. Marcher seul, quand c'est nécessaire, est la preuve finale que tu t'appartiens. 8. Ton autocontrôle est ta véritable force. Je confesse avoir ressenti, plus de fois que je ne voudrais l'admettre, ce tir interne impossible à dissimuler. Le pouls accéléré dans la gorge quand quelqu'un me défie, la mâchoire serrée lors d'une discussion, les mains agitées, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher pour ne pas exploser. Le corps le trahit avant que l'esprit ne parvienne à rationaliser quoi que ce soit. Dans ces secondes précédant le lâcher d'une réponse cinglante ou d'une réaction impulsive, je me suis vu comme un spectateur mal à l'aise, observant le combat entre ma fierté blessée et le besoin de ne pas perdre le contrôle. Il y a un vertige particulier, à savoir que tu pourrais tout balayer en un instant.
juste parce que tu ne supportes pas l'inconfort de rester silencieux, de mastiquer la frustration, de laisser l'autre croire qu'il a gagné, même si cela n'est qu'une construction mentale. La fierté brûle, mais la conscience pèse plus. Chaque réaction impulsive est céder un morceau de pouvoir et de respect de soi, même si la colère te vend l'idée que tu défends ton territoire. La scène se répète dans le quotidien. Tu es en réunion et tu remarques comment quelqu'un essaie de te provoquer avec une phrase subtile, à peine déguisée en blague. Le geste se durcit, le regard s'affûte, tout ton corps répond au défi avant que ta raison puisse intervenir. Ou peut-être est-ce à la maison lorsque tu reçois un message qui semble un manque de respect et tes doigts tremblent d'envie de répondre immédiatement, de prouver que personne ne te marche sur les pieds. Ton esprit se remplit d'arguments, de répliques imaginaires, de justifications. La tentation est presque physique, une décharge d'énergie qui demande à sortir immédiatement. Mais ce que tu ne vois pas, ce qui est difficile à accepter, c'est que c'est là que se mesure ta véritable force, pas dans l'explosion, mais dans la pause, pas dans la réaction, mais dans la capacité à te contenir, à laisser l'émotion se poser, à ne pas offrir le contrôle de ta vie à celui qui le mérite le moins. L'autocontrôle n'est pas l'absence d'émotion ni la froideur d'une statue. C'est la capacité de continuer à ressentir toute l'intensité, mais de décider quoi en faire. Il y a une différence énorme entre réprimer et gouverner. Celui qui réprime s'intoxique de l'intérieur, finit par exploser tôt ou tard. Celui qui gouverne reconnaît la tension, l'observe, la laisse passer comme un visiteur inconfortable, mais ne lui remet pas les clés de la maison. Cet entraînement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une discipline quotidienne, comme renforcer un muscle invisible, supporter le silence inconfortable, laisser la fierté se dégonfler, se mordre la langue jusqu'à ce que le jugement reprenne le siège du conducteur. La vraie force se mesure dans la pause, pas dans l'impulsion. C'est la ligne qui sépare celui qui commande dans sa vie de celui qui ne fait que réagir. Dans la pratique, l'autocontrôle se révèle dans des détails presque imperceptibles. La respiration qui s'allonge avant de répondre, le mouvement lent des mains pour ne pas frapper la table, la décision consciente de reporter une réponse jusqu'à ce que l'émotion perde de sa force. C'est inconfortable, oui. Parfois ça fait mal comme un sevrage. Mais chaque fois que tu y parviens, tu te redonnes de l'autorité. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de tes émotions, ni marionnette de ceux qui savent comment te provoquer. L'autocontrôle est le filtre définitif, celui qui te protège de tomber dans des manipulations, celui qui préserve ta dignité, même si tout en toi crie de se venger. Décider avec la tête froide est le véritable acte de pouvoir. Ce n'est pas de la résignation, c'est le respect de soi dans son état le plus pur. Entraîne-le chaque jour, car c'est là la différence entre une vie gérée de l'intérieur ou livrée aux caprices des autres. Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi.
Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leurs réponses. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle, c'est la base de toute réponse digne. Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche, la décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario. Ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions. Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton
n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur. Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu. L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clair. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur.
C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre, il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer. Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable.
Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète. Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit. C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse, ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus,
ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limiter l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil, mais le plus nécessaire, limiter l'accès. Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez, vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiment accumulé, plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre,
Mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique. Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots, ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile. Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9. Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles, tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable.
La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident. On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien. Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend. Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort, dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre. C'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté.
La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité.